s'il a vécu. Et puis, c'est les pénans qui lui ont dit, il faut aller te battre là où les gens sont consommateurs. Il rentre en Suisse en 1990, où il crée la fondation Bruno Manzer. Pendant 9 ans, il va défendre la cause des pénanes en luttant contre la destruction des forêts primaires. Il a élargi sa réflexion et son action à l'ensemble des minorités qui vivent dans les forêts vierges. La forêt primaire, on ne peut pas y toucher parce que la forêt primaire, c'est la vie à tous les étages. Au-dessus de la canopée, avec les oiseaux, les insectes, au milieu, avec les serpents, encore des insectes, etc. En bas, avec les hommes, qui sont peu nombreux, de moins en moins nombreux, mais qui sont dépositaires d'une culture, que ce soit les Pygmées, que ce soit les Penanes, que ce soit les Indiens, que ce soit les tribus en Arctique, qui sont dépositaires d'une culture extraordinaire, d'une culture qui est en train de nous filer dans les pattes parce que personne ne s'y intéresse et surtout pas les gouvernements de tutelle. Donc là, on rentre dans le port à bois de Nantes. C'est l'une des principales portes d'entrée des bois tropicaux en Europe. Alors ça, pour nous, c'est des cimetières. Cimetières des oiseaux, des éléphants, des pygmées, des penanes, des cimetières. Quand on pense quand ces arbres sont sur pied, toute la vie qu'il y a autour, tout le bruit qu'il y a autour. Bruno avait besoin des actions pour se régénérer. Il est allé de conférence internationale en conférence internationale partout. En 91, on est monté sur les grues du port de Nantes au moment où il y avait un bateau qui venait de Malaisie. Pour tenter d'attirer l'attention des médias, Bruno n'hésite pas à apprendre le saut en parachute. Il effectue une chute libre sur Genève avec un drapeau malais et un agneau dans les bras, sans doute un clin d'œil à son ancien métier de berger. En 1999, il survole en ULM la maison du gouverneur à Kuching et se pose sur la place de la ville le jour de l'anniversaire du Premier ministre. Les autorités l'expulsent sur le champ. La dernière fois qu'on a fait une action ensemble, c'était en automne 1998 à Rennes, où on a estampillé des ponts, esplanades faits en bois tropicaux, volés aux pygmées. Volé aux pénanes. Bonjour, vous savez s'il y a du bois du sud-est asiatique là? C'en est, hein? Tout ça là, hein? Indonésie ou Malaisie? Malaisie? Oui. Ah d'accord. C'est du quoi comme bois? Menkulang. Ah, c'est du Menkulang, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Hein? Oh, ils font des ouvertures, des portes, des fenêtres. Ah ouais, des encadrements, C'est c'est un ça? bois très très dur. Hein. Ah, c'est du Menkulang, ouais. Je vous remercie. Voilà. Tout ça pour faire nos fenêtres. C'est du bois de forêt tropicale, ça. C'est du bois de forêt tropicale. Du teck. Oui. Alors ça peut être du teck de plantation, comme ça peut être du teck de Birmanie. On ne sait pas. Il n'y a pas la provenance de l'essence de bois. Ça peut être du bois qui est exploité dans des conditions ignominieuses en Birmanie. C'est le massacre là-bas. Il faudrait que les gens deviennent conscients que c'est leur consommation à eux personnellement qui va influer sur l'avenir de la planète. Pour Bruno, les résultats obtenus contre la déforestation sont très maigres. En janvier 2000, il reçoit une cassette du chef pénane Along Sega
qui lui demande de revenir à Bornéo, car la situation sur le terrain est devenue catastrophique. Les risques sont sérieux, pourtant, il n'hésite pas une seconde. Chacun sait bien qu'il doit mourir un jour. Mais il espère que ce sera le plus tard possible. De toute façon, chacun doit suivre sa propre voie. Il est parti un peu dans le dernier combat. Il disait c'est maintenant ou jamais. Il faut vraiment que je réussisse cette fois à faire quelque chose, à mobiliser les gens, parce que sinon c'est plus la peine, il n'y aura plus de forêt tropicale. Il était vraiment las de tous ces combats. Et quand je l'ai rencontré le jour de son départ, il m'a dit qu'il était heureux de partir pour se libérer de toute cette pression qu'il ressentait sur lui. Sur le moment, je n'ai pas compris, mais maintenant je pense que de toute manière il est heureux, car il est libéré de cette pression-là. Au printemps 2000, la télévision suédoise l'accompagne en Indonésie et le quitte à quelques semaines de marche de sa destination, la région du fleuve Adang, au Sarawak. Ce sont les dernières images que l'on a de lui. Est-ce que tu penses que toutes ces années vécues avec les Penanes ont été les meilleurs moments de ta vie? Pour moi, chaque jour qui se lève est le meilleur moment de ma vie. Mais je dois dire que ces années avec les Penanes, avant toutes ces luttes, tous ces combats politiques avec tout ce qu'il y a de négatif autour, oui, ça c'était le plus beau moment de ma vie. J'ai vécu avec les Penanes comme au paradis. Tak 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 trak tak 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 trak kompat tong tetong tong jalan toto tak 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 trak tak 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 trak. Le 22 mai, Bruno franchit seul la frontière. Le 23 mai, il arrive à Bareo, un petit village de riziculteurs de la tribu des Kélabites. Il y cherche en vain un guide Penan et envoie une lettre à Charlotte. Ce sera son dernier message à sa famille. Depuis, Eric a reçu des informations envoyées par ses amis Penan. Il a été vu par les Kélabites. Et les Kélabites, c'est une tribu très soudée. Et on sait qu'eux, ils sont pour le bûcheronnage. Et il y a pas mal de gens qui bossent pour la police chez les Kélabites. Donc ça amènerait à penser qu'il a été suivi. Et puis, Le lendemain, il rencontre enfin un Penan et son fils qui l'accompagnent sur la route de Long Semirang. Un détective suisse, engagé par la fondation Manzer, a retrouvé ce dernier témoin. Il m'a dit qu'il allait continuer le chemin seul. De là jusqu'à l'endroit où il avait rendez-vous avec notre tribu, il lui restait 2 jours de marche. Il était encore assez loin de son but et en plus, il devait croiser une route utilisée par les compagnies forestières à 1 jour de marche d'ici. Il m'a dit qu'il était en bonne condition physique et en parfaite santé. Il se sentait très bien.
Plus tard, les Pénanes partis à sa recherche retrouveront l'endroit précis de son dernier bivouac. Depuis, plus de nouvelles, plus de traces. Ils sont inquiets. Je ne peux plus retourner dans aucun village. Il y a trop de commandos tout autour. Il faut donc que je me cache très loin au fond de la jungle. Chaque fois que je m'approche d'un village, ça veut dire plein d'ennuis. Il me faut marcher de nuit. Les Pénanes ont très peur. On leur a dit que ceux qui m'aideraient seraient tués. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent, comme par exemple que tous ceux qui feront des barrages contre les compagnies seront mis dans les congélateurs. Dans ce pays tropical où personne ne sait ce qu'est la neige ou la glace, ils imaginent des choses terribles. Ça fait 2 ans que les choses se passent comme ça, mais ils n'ont jamais pu m'avoir. Maintenant, ils essaient d'infiltrer les Pénanes, de les acheter pour trouver ma planque. Quels que soient ceux qui me recherchent, je m'en moque. Ils ne peuvent pas me trouver. Il leur faudrait une sacrée chance. Mais si un seul Pénane passe de leur côté, ou que je me cache, ils me trouveront. En Suisse, la mère et la sœur de Bruno conservent en l'état son appartement de Klein-Lützel, qui reste prêt à l'accueillir au cas où. Ça, c'est la maison de Bruno. Il aimait bien dormir dans ce hamac. Voilà. J'ai encore le rigole de Bruno dans mes oreilles quand je... Ouais. Son esprit est là. Tout respire Bruno comme s'il était là. On le ressent vraiment. C'est dur de ne pas savoir. Il y a si longtemps que j'attends qu'il revienne. Peut-être même qu'il n'ait plus envie. En mai dernier, nous décidons nous aussi de nous rendre sur place pour découvrir la vérité. Première étape, Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie en plein essor économique. Nous contactons par téléphone l'ambassadeur de Suisse. Il est très possible qu'il soit avec ces Pénanes, avec qui il a vécu il y a donc 15 ans. Et volontairement caché alors? Et qui s'est volontairement caché, oui. Ah ouais. Mais vous pensez alors que et sa famille et le Bruno Manzerfond alors feraient comme s'ils n'avaient pas de nouvelles alors qu'ils en ont? Écoutez, ça, c'est pas exclu. Tout ça paraît bien embrouillé et un rien cynique. Mais c'est la version officielle, celle que diffusent elles aussi les autorités de Malaisie. Une manière de décrédibiliser Bruno, comme elles tentent de le faire depuis 1980.